Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique d'abord sans spoiler puis avec du film Les Éternels, un film du Marvel Cinematic Universe. Rassurez-vous, je vous préviendrai avant d'en venir au spoiler, mais avant de nous plonger dans cette épopée au travers des âges, j'ai choisi en partenariat avec Delcourt de vous évoquer une autre épopée grandiose, celle de la Horde du Contrevent en bande dessinée. Des hommes et des femmes forment la 34e Horde dont la mission consiste à marcher sans cesse jusqu'au mythique extrême amont à la source des vents avec lesquels ils devront composer, vivre toute leur vie durant s'il le faut, en marchant toujours. 3 tomes de cette excellente bande dessinée sont disponibles. Le premier c'est le Cosmos et mon campement, le deuxième l'Escadre frêle et le troisième vous pouvez l'apercevoir derrière moi, il s'agit de la Flaque de Lapsane qui est disponible depuis quelques jours. Vous connaissez sans doute au moins de réputation le roman d'Alain Damasio, la version qu'en propose ici Eric Hénino, au dessin comme au scénario, relève le défi insensé de dessiner les vents, le vif, l'âme changeante d'une horde confrontée à une tâche impossible. Ici, la créativité explose autant dans l'univers visuel que dans celui du verbe, avec ce monde qui se pense entièrement au travers de la multitude infatigable des vents et des relations entre hordiers en équilibre constant mais précaire entre le vaste changeant et le resserré solide sur ses appuis. Ce sont 3 tomes magnifiques et généreux de 72 à 80 pages qui permettront à certains de découvrir cet univers pour la première fois et à d'autres de prolonger leur première découverte qui était passée par le roman, et ce au travers de la vision saisissante que nous propose Eric Hénino. Alors pour faire la connaissance ou pour redécouvrir Golgoth, Erg, Sov, Orochi ou encore Caracol, ces incroyables personnages, eh bien je vous invite à trouver un lien en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Les Éternels est un film très attendu par ceux qui sont attentifs au Marvel Cinematic Universe et à son évolution, puisque non seulement il vient introduire plus de 10 personnages, mais aussi lever le voile sur certaines origines, certains enjeux cosmiques qui devraient largement impacter toute une partie de cet univers interconnecté. Les Éternels divisent déjà les critiques et il va diviser aussi le public, je pense, et c'est plutôt une bonne chose, un film qui n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Il y a un élément qui me semble important, c'est de dire que ce film reste intéressant et que ce serait une erreur de le balayer d'un revers de main pour l'envoyer bouler tout en bas du classement du MCU, aux côtés de Thor 2, Le Monde des Ténèbres par exemple. Par ailleurs, on sait bien que l'arrivée d'une cinéaste oscarisée, d'une réalisatrice telle que Chloé Zhao, a suscité diverses attentes, d'autant plus pour un univers, celui du MCU toujours, qui a été souvent critiqué à plus ou moins juste titre pour le côté fade, plan-plan ou un peu convenu de sa mise en image, de ses paysages, de sa colorimétrie. Et c'est pourquoi justement j'ai envie de commencer par cet aspect visuel, celui qui saute aux yeux, et le moins qu'on puisse dire c'est que Les Éternels se situent en effet nettement au-dessus de ce que va proposer la moyenne des films Marvel en termes d'esthétique. Cette qualité visuelle n'est pas uniforme de mon point de vue, je reviendrai juste après sur mes réserves qui sont forcément subjectives, mais que ce soit dans certains paysages naturels, certains décors ou personnages, réels ou numériques, certains choix de lumière, on a de jolis moments qui méritent le meilleur écran de cinéma possible. À mon sens, dans ce film, on a notamment 2 grandes réussites visuelles. La première se situe dans certains paysages naturels qui nous sortent de l'environnement urbain omniprésent chez Marvel. La seconde nous emmène dans le cosmique avec la représentation des Célestes qui se révèlent gigantesques, à tel point que je ne pense pas avoir déjà vu des êtres aussi impressionnants dans un autre film de super-héros, voire dans un autre film tout court. Ce qui est moins réussi en revanche de mon point de vue, ce sont les déviants. Je peux comprendre la logique derrière les choix de design, mais je n'y adhère pas vraiment et il me semble qu'on tombe avec eux dans le piège de la baston numérique, même si on a déjà vu bien pire dans le genre, je l'avoue. En effet, je dois quand même reconnaître que les interactions entre les déviants et le décor, et tout ce qui peut venir donner un peu plus de substance à ces créatures est plutôt bien fait, mais je reste convaincu que partir sur un mélange entre effets pratiques et numériques aurait abouti à un rendu largement plus convaincant, que ce soit en termes visuels mais aussi scénaristiques. Ce qui me gêne notamment avec les déviants, c'est que de base ils sont censés être à l'origine de quasiment toutes les légendes de créatures surnaturelles monstrueuses
qui traversent les âges des diverses civilisations humaines. Sachant cela, je trouve vraiment dommage, à titre personnel toujours, que les modèles, ces déviants qui sont donc à l'origine de ces légendes, soient moins beaux que les créatures qui sont parvenues jusqu'à nous de par les histoires, légendes, mythes, ce que vous voulez. J'aurais préféré voir quasiment un véritable minotaure, un véritable dragon, une chimère, plutôt que ces êtres qui ne sont pas véritablement organiques, ou en tout cas de manière un peu artificielle. Alors bien sûr, il y a une justification scénaristique, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Pour en terminer sur le visuel, j'ai envie d'ajouter une note un peu inhabituelle pour souligner que ces personnages sont beaux, et je ne parle pas uniquement des interprètes déjà connus pour leur beauté, comme Angelina Jolie ou Gemma Chan. Le film s'attarde sur les visages, les regards, et on trouve dans quelques-uns de ces moments fugaces d'humanité les meilleures scènes du film. Et justement, l'une des grandes qualités du film réside dans les relations tissées entre ces personnages, même si certains sont nettement mieux servis que d'autres, ce qui n'est pas étonnant face au défi un peu dingue d'introduire, disons, 11 personnages d'un coup, avec les 10 éternels et Dane Whitman, interprété par Kit Harington. Et j'en profite pour commencer par lui, et sans trop spoiler, ne vous attendez pas à le trouver au cœur de l'action. Il est clairement secondaire, mais son introduction m'a semblé très réussie, et j'ai véritablement hâte de le retrouver dans de prochains films ou séries, aussi bien pour le personnage que pour son interprète, qui semble avoir encore gagné en charisme et en sympathie exprimée. Et je reviendrai à Dane Whitman dans la partie spoiler de cette vidéo. Avec 10 éternels, on se doute bien que l'équilibre est délicat à trouver en termes de temps à l'écran, et il ressort rapidement que ce sont Cersei et Ikaris qui sont les personnages principaux de cette histoire, alors que d'autres éternels comme Gilgamesh, Druig ou encore Makari vont être relégués plutôt au second plan. On peut aussi remarquer que les pouvoirs de ces personnages fonctionnent surtout de manière complémentaire lorsqu'ils vont former un groupe uni. Alors de ce fait, pris individuellement, certains pouvoirs peuvent sembler un petit peu faibles, mais c'est parfaitement logique en termes de scénario, donc moi ça me va. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va trouver au cœur de ce film, ce sont les relations émotionnelles de ces personnages, mais aussi leurs choix éthiques, voire philosophiques. En cela, on peut dire que Les Éternels est un film de personnages avant tout, et c'est là qu'on peut sans doute distinguer la patte de Chloé Zhao, qui a notamment largement contribué au scénario. Et justement, le scénario, j'y reviens, mais toujours sans spoiler, rassurez-vous. Par certains aspects, le scénario du film est surprenant, par d'autres, je l'ai trouvé un peu décevant. Alors j'avais sans doute de trop fortes attentes personnelles, que ce soit en termes d'ambition du film, ou aussi des éléments qu'il était susceptible d'introduire pour la suite du MCU. Et malheureusement, je dois dire que certains choix, certaines explications ne m'ont pas du tout convaincu. Alors on ne parle pas d'éléments totalement essentiels au scénario, mais pas loin, puisque certains concernent quand même les déviants, qui restent les principaux antagonistes. Enfin, vous verrez. Il me semble en résumé que le potentiel que portait ce film n'a pas été pleinement exploité. Certains pensent qu'il est trop ambitieux, et de mon côté, je pense qu'il ne l'a pas encore été suffisamment. Ce que j'aurais véritablement voulu voir, c'est un film qui consacre autant, si ce n'est plus d'énergie, à développer son passé épique mythologique que son enquête au présent. En effet, je pense qu'on aurait pu avoir alors d'un côté un véritable péplum fantastique en mode choc des titans plus, avec tout ce passé mythologique, avec une course aux monstres au travers différents continents, mythes, époques, et ce qui aurait pu ensuite retrouver des éléments de l'enquête au présent, mais on n'a pas vraiment ça. Ceci dit, je reconnais qu'il aurait peut-être été difficile de faire le film que je viens plus ou moins rapidement de vous décrire, tout en conservant la dynamique familiale des Éternels comme élément central du scénario, mais ça aurait peut-être été possible. Un mot maintenant sur la musique du film qu'on doit à Ramin Djawadi, que vous connaissez très certainement pour son travail sur Game of Thrones, et je dois dire qu'il n'y a absolument rien de déplaisant, mais rien de très marquant non plus. Ceci dit, je dois aussi reconnaître qu'il me faut souvent plusieurs visionnages pour vraiment apprécier à sa juste valeur une bande originale, donc je ne vais pas me prononcer définitivement là-dessus, mais disons que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus marquant. Il est bientôt temps d'en venir aux spoilers, mais si vous quittez ici cette vidéo, je vous invite bien sûr à y revenir une fois que vous aurez vu le film, et pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, merci à vous. Bon, nous sommes maintenant entre personnes qui ont vu ce film, et je vais commencer par un choix à double tranchant, celui de l'impact des Éternels
sur les évolutions, les inventions technologiques de l'humanité au fil des âges. Sur le bon côté des choses, on a d'abord une caractérisation des personnages qui débute de belle manière dès le tout premier dialogue du film. Cersei est tournée vers l'extérieur, vers la Terre, et elle exprime toute la beauté qu'elle y découvre. À ses côtés, Icaris est lui focalisé sur Cersei, mais aussi sur lui-même. Il dit « Je suis Icaris ». Une force tournée vers l'extérieur, une autre vers l'intérieur, on peut déjà distinguer dans ce couple des forces divergentes qui peuvent s'attirer, mais surtout des principes qui ne pourront que s'opposer lorsque le moment des grandes décisions sera venu. Cette notion d'extraterrestre apporteur de savoir, de technologie vient aussi jouer de façon un petit peu amusante avec les théories farfelues de cosmonautes antiques qui sont chères à l'esprit de ceux qui ne peuvent pas imaginer que nos ancêtres, plus ou moins lointains, ont été de sacrés inventeurs. On peut éventuellement voir un rapide parallèle avec le monolithe noir de 2001, l'Odyssée de l'espace, ne serait-ce que dans la forme et la matière du vaisseau des Éternels, un choix marquant et porteur de fantasmes. Au passage, on peut souligner que ce vaisseau s'appelle le Domo, du latin domus, qui va désigner une habitation, une construction, mais aussi une école philosophique. Autre possible référence, celle de la sphère d'or transmise par Arishem à Ajak, une sphère qui m'a directement fait penser à celle de la saison 3 de Twin Peaks, quand Lynch mettait en image une forme de transcendance et d'être supérieur, soufflant vers un ou une élue une forme de savoir ou encore d'étincelle secrète. En revanche, le film joue dangereusement avec cette idée selon laquelle les Éternels pourraient être à l'origine d'une grande partie des inventions majeures de l'humanité, et c'est un choix étrange qui vient retirer ce qui fait aussi la grandeur de notre espèce, qui a suffisamment de défauts pour qu'on ne vienne pas lui souffler ses quelques qualités. Et il faut quand même souligner que la scène de Phastos et Ajak dans les décombres d'Hiroshima est particulièrement nouille. Non seulement ils n'ont absolument rien à faire là, et on se demande bien comment ils y seraient arrivés, mais au-delà, on peut se demander ce que cela implique concrètement dans cet univers. Albert Einstein, Oppenheimer et tous les autres ne sont-ils que des bouffons et des charlatans? Alors oui, bien évidemment, l'invention et l'usage de la bombe atomique marque un tournant dans la folie destructrice qui a toujours accompagné l'humanité, mais de là à plus ou moins signifier que Phastos serait directement ou indirectement à l'origine de sa création, cela vient desservir le propos. En revanche, comme je le disais en première partie, les personnages et leur dynamique relationnelle sont vraiment un des points forts du film. J'ai notamment apprécié le drame de Tena qui souffre du Manviri, un mal inventé dans les comics et qui s'explique par une surcharge de souvenirs. La solution consiste dans le film à réinitialiser la mémoire de Tena, en quelque sorte de repartir de zéro pour une nouvelle vie, un peu comme détruire l'humanité et la Terre pour ensemencer l'univers de nouvelles potentialités. Peut-on effacer tout ce que compte une planète pour mener à la création d'autres formes de vie? Peut-on supprimer ce qui constitue le vécu essentiel d'une personne pour repartir de zéro? Ainsi, vous l'aurez compris, dans ce parallèle, et de manière plutôt subtile, on va retrouver les enjeux planétaires et cosmiques à un niveau beaucoup plus individuel. Par rapport à ces questions et au positionnement des différents Éternels, on reconnaît la double influence du run de Kirby, le créateur des Éternels bien sûr, mais aussi de celui de Neil Gaiman qui avait apporté, entre autres, cette notion d'oubli. Sprite, par exemple, se range du côté de la destruction car elle veut cesser de souffrir et enfin passer à autre chose, condamnée à rester une éternelle enfant, en dehors d'une vie humaine pleine et entière, qui ne pourrait exister vraiment sans la notion de mort. Quant au choix de faire d'Icaris le principal antagoniste du film, cela ne m'a ni surpris ni déçu, car le choix était plutôt logique à partir du moment où on mettrait l'éveil d'un Céleste comme le principal moteur scénaristique du film. Quant à la décision finale d'Icaris de voler droit vers le soleil en espérant y être détruit, cela fait bien sûr référence directement au mythe d'Icare, dont la cire tenant les ailes qui avait été posée par son père Dédale eh bien, avait fondu lorsqu'il s'était approché trop près du soleil. Et dans le film Éternel, on nous dit que c'est une invention de Sprite qui est secrètement amoureuse d'Icaris, et donc que son destin à Icaris se termine, on le suppose, de cette façon. Cela vient encore rajouter au romantisme tragique de l'ensemble. En revanche, je suis loin d'être convaincu par les déviants, et pas seulement pour une simple question de rendu visuel. Dans les comics, les déviants sont très nombreux, et ont mis sur pied une véritable civilisation tyrannisant l'humanité à une époque mythique. Ils vivent sur un continent, la Lémurie, qui est englouti par les eaux suite à une intervention des Célestes. De mon point de vue, ce que le film fait des déviants est un gâchis. On aurait pu avoir un meneur des déviants, Crow, plus subtil, plus séduisant, et un parallèle bien plus pertinent à mener entre les déviants et les Éternels, qui ne sont que les deux faces d'une même pièce. Dans la continuité, parlons de la décision de faire des Éternels des androïdes qui ignorent tout de leur nature. Alors il y a une partie de moi qui a apprécié cette idée,
ne serait-ce que du fait du parallèle qu'on peut faire avec Westworld, avec des androïdes, des robots qui n'ont pas conscience non seulement de leur propre nature, mais aussi de la véritable raison de leur création. Toutefois, cette approche a des conséquences fortes, à commencer par celle d'effacer la notion de liens ancestraux entre les trois branches génétiques, humanité, éternel et déviant. De fait, cela vient couper un potentiel pourtant intéressant pour expliquer l'existence du gène mutant et l'introduction des X-Men et compagnie. Parmi mes autres déceptions qui n'en sont pas vraiment car elles étaient inévitables, il est clair que certains personnages sont sous-exploités et notamment leurs pouvoirs. Je pense à Makkari qui est plutôt cool quand elle se met en action, mais dont la super vitesse fait un peu figure de parent pauvre en comparaison du véritable potentiel d'un tel pouvoir. Pour en venir maintenant aux Célestes et à leur plan, un mot quand même sur Thanos, puisque l'explication qui nous est fournie pour expliquer que les Éternels sont restés inactifs pendant l'attaque de Thanos, eh bien elle est complètement stupide cette explication. En effet, si le véritable objectif, si la priorité des Célestes consiste à faire émerger certains nouveaux Célestes de planètes, notamment grâce aux civilisations qui les habitent, il est clair que le plan de Thanos qui consiste à diviser par deux toute la vie dans l'univers aurait été pour eux une gêne immense, et comme on peut supposer qu'ils sont presque omnipotents, presque omniscients, ils auraient eu a priori conscience du plan de Thanos, et auraient notamment missionné justement les Éternels pour empêcher Thanos d'agir, donc l'explication ne tient pas du tout la route, les Éternels auraient dû combattre directement Thanos. Ce qui me semble sympathique en revanche, c'est la menace incroyable que fait peser l'éventuel retour d'Arishem pour juger la Terre, ce qui fait directement référence aux comics bien sûr, et qui nous propose une perspective relativement sympathique à moyen ou long terme pour le MCU. Rapidement concernant la notion d'Unimind, qui est aussi directement tirée des comics, je trouve intéressant que dans le film ce soit Phastos qui soit à l'origine de l'idée, c'est plutôt solide. Du côté des scènes post-crédit maintenant, je dois dire qu'à titre personnel, je suis nettement plus intéressé par l'avenir de Dane Whitman que par l'introduction de Star Fox et de Pip le Troll, et je sais, c'est subjectif, c'est mon avis. Alors certes, je me doute bien qu'avec Star Fox et Pip le Troll, on a sans doute là de futurs membres de ce que seront les futurs gardiens de la galaxie, une fois que les gardiens originaux seront soit morts, soit auront pris leur retraite, ce qui me semble très probable à la fin du volume 3, et donc parmi les nouveaux gardiens de la galaxie, on aura certainement Adam Warlock, peut-être encore Mantis, peut-être Nebula si elle est toujours dans le coin, et donc Star Fox, Pip le Troll, et peut-être un ou deux Éternels, allez savoir. Alors attention, ce n'est pas ici une prédiction complète, une réflexion approfondie, puisqu'on pourrait très bien aussi avoir Moondragon parmi les nouveaux membres des Gardiens de la Galaxie, Nova, Quasar, j'en sais rien, mais disons que je verrais vraiment bien ce Star Fox et Pip parmi les gardiens. Du côté de Dane Whitman, maintenant, on sait que durant les événements principaux du film, il est allé rendre visite à son oncle, c'est ce que Chloé Zhao a révélé durant une interview, et qu'il a sans doute découvert le passé mystérieux et effrayant de sa famille, un passé lié à une épée enchantée, la lame d'ébène. Vous l'aurez deviné, cette lame d'ébène est une arme de grand pouvoir qui peut couper au travers de n'importe quel matériau qui protège son possesseur de la magie, mais qui est aussi maudite. Et la grande question qui demeure, alors que Dane Whitman hésite à saisir cette lame et qu'une voix hors champ retentit, plus ou moins pour l'en dissuader, c'est à qui appartient cette voix. Je dois dire que j'ai cru initialement qu'il s'agissait de Stephen Strange, sachant que je n'ai entendu la voix qu'une seule fois, un seul visionnage, donc c'est pas évident, mais maintenant je me demande s'il ne s'agirait pas de l'introduction d'un nouveau personnage lié aux enjeux mystiques et magiques du MCU, alors comme Blade par exemple, ou éventuellement Moon Knight, ou un autre personnage comme Merlin, mais ça me semble un petit peu tôt pour introduire un personnage comme Merlin, surtout en voix hors champ comme ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé, intrigué par la Horde du Contrevent en bande dessinée, vous trouverez un lien en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et si vous ne le faites pas, je serai obligé de vous faire goûter à la bière que j'aurai préparée grâce à des grains que j'aurai longuement fait macérer dans ma salive. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!